Un camion de ciment ordinaire, une date décalée de 7 jours. Et soudain, toute une frontière paraît plus fragile qu'elle ne l'était la veille. À partir de ce détail administratif presque invisible, un paradoxe s'impose. Plus les contrôles deviennent routiniers, plus une menace organisée peut s'y glisser sans bruit, avec des conséquences qui dépassent largement la simple fraude. Pour les citoyens, qu'est-ce qui change réellement lorsque le choix d'Ibrahim Traoré transforme la frontière en enjeu vital plutôt qu'en formalité technique? Un instant suspendu, puis l'équilibre commence à basculer. Ce qui suit n'est pas le récit d'une interception spectaculaire, mais l'examen précis d'un pari risqué, celui de tenir une frontière sans filets extérieurs, dans un environnement où chaque relâchement a déjà coûté des vies. L'enjeu est clair. Comprendre comment une décision politique et opérationnelle redéfinit la sécurité quotidienne, non pas en théorie, mais dans la poussière des routes et la répétition des contrôles. Au cœur de cette promesse se trouve une idée simple et exigeante. La vigilance comme première ligne de souveraineté, exercée par des institutions fragiles mais disciplinées, appuyées par des communautés longtemps tenues à l'écart. Si cette approche échoue, le risque est immédiat. Le retour silencieux des réseaux, l'empoisonnement progressif de l'économie locale et une peur diffuse qui s'installe sans bruit. Si elle tient, en revanche, elle modifie l'équation. La frontière cesse d'être un point faible pour devenir un espace actif, observé, compris et défendu de l'intérieur. C'est cette ligne de crête, entre fatigue et résilience, que le choix d'Ibrahim Traoré met à l'épreuve avec des conséquences qui dépassent largement un seul convoi ou une seule nuit. En 6 mois, les volumes saisis à la frontière sud ont presque doublé, passant d'un seuil déjà préoccupant à un niveau révélateur d'une logistique structurée. Cette accélération n'indique pas une série d'incidents isolés, mais la montée en puissance d'un système qui testait la routine avant de l'exploiter. À partir de là, le cadre change. Il ne s'agit plus d'une fraude opportuniste, mais d'un enchaînement précis d'actions coordonnées, conçues pour franchir des postes fatigués sans déclencher d'alerte. Le contexte explique cette bascule. Le Burkina Faso sortait d'années de tensions continues, avec des institutions civiles éprouvées et des frontières devenues poreuses par habitude plus que par faiblesse technique. Les contrôles existaient, mais leur répétition mécanique avait émoussé la tension. Les itinéraires se ressemblaient, les horaires se répétaient, les chargements affichaient des apparences légales. Cette normalité apparente constituait le principal angle mort. C'est ici qu'intervient la promesse formulée par Ibrahim Traoré, non comme un slogan, mais comme une consigne opérationnelle. Tenir la ligne par la discipline plutôt que par l'assistance. Concrètement, cela signifiait rompre avec la logique du contrôle centralisé et déplacer la vigilance vers le terrain. Les postes furent réorganisés, les rotations accélérées et surtout, l'observation des détails redevint une compétence centrale plutôt qu'un réflexe administratif. La découverte d'une date d'expédition décalée de 7 jours agit alors comme un révélateur. Ce n'était pas l'anomalie en elle-même qui importait, mais ce qu'elle indiquait. Quelqu'un connaissait suffisamment bien le système pour jouer avec ses marges de tolérance. En retraçant les trajets, les agents mirent en évidence des répétitions troublantes, des chauffeurs récurrents, des cargaisons de ciment sans destination crédible. Peu à peu, une carte implicite se dessina, reliant faux documents, routes secondaires et réseaux transfrontaliers. À ce stade, la question cesse d'être que transporte ce camion pour devenir combien sont déjà passés sans être vus. Cette inversion marque le véritable début de l'affaire, là où la routine se transforme en enquête et où chaque détail reprend un poids stratégique. Awa n'était pas censée devenir un point d'ancrage de l'opération. Jeune inspectrice souvent cantonnée aux tâches secondaires, elle avait pourtant développé une capacité rare,
Lire les routes comme d'autres lisent des rapports. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran discret de la zone sud, connaissait chaque détour, chaque halte improvisée, chaque silence suspect. Leur rôle n'était pas d'intervenir, mais d'observer, de noter, de laisser les habitudes parler. Les premiers jours, rien ne semblait confirmer les soupçons. Les convois se succédaient sans heurts, les chauffeurs plaisantaient, les documents paraissaient en règle. Puis des motifs émergèrent. Les mêmes camions revenaient à intervalles réguliers, toujours au crépuscule. Les chargements de ciment circulaient sans qu'aucun chantier n'apparaisse dans un rayon cohérent. Ce décalage entre le flux et sa justification devint impossible à ignorer. L'impact fut immédiat sur la manière de travailler. Les contrôles cessèrent d'être des gestes automatiques pour redevenir des actes d'attention. Chaque bordereau était relu, chaque date comparée, chaque itinéraire remis en perspective. Cette vigilance retrouvée transforma la posture des agents. Ils ne subissaient plus la routine, ils l'utilisaient comme un outil de détection. Lorsque le duo décida d'intercepter un seul véhicule, la scène fut d'une sobriété presque dérangeante. Aucun affrontement, aucune tension visible, seulement la poussière retombant lentement autour d'un camion immobilisé. Sous les sacs, les barils scellés révélèrent une réalité qui dépassait le cadre douanier. À cet instant précis, l'enquête administrative bascula en enjeu national. C'est dans ce type de transition silencieuse que se lie l'empreinte d'Ibrahim Traoré, une stratégie qui ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais l'accumulation de micro-décisions capables de produire un basculement durable. À ce stade, un point devient évident. Ce ne sont pas des héros isolés qui changent l'équation, mais une attention collective réapprise. Le déclenchement ne prit pas la forme d'une alerte brutale, mais d'une décision retenue. Après la première interception, l'ordre fut de ne pas frapper plus large. Observer, cartographier, attendre. Cette retenue marqua une rupture avec les réflexes habituels, souvent dictés par l'urgence ou la démonstration de force. Ici, chaque jour supplémentaire servait à comprendre la logique du réseau plutôt qu'à l'effrayer prématurément. Les agents suivirent donc les itinéraires, les mêmes routes poussiéreuses, les mêmes créneaux horaires, les mêmes camions à la peinture écaillée. La répétition devint une source d'information. Ce qui paraissait banal se transforma en motif. Les chauffeurs changeaient rarement, les pauses se faisaient au même point d'eux et certains postes étaient systématiquement contournés. Cette régularité indiquait une connaissance intime du terrain et des marges de tolérance des contrôles. Le point culminant arriva sans bruit, lors d'une nuit où le ciel bas semblait écraser la frontière. 6 agents, 2 véhicules, aucune sirène. Le signal fut donné par un geste bref. Les camions furent immobilisés presque mécaniquement, comme si la scène avait déjà été répétée. L'absence de violence rendit l'instant plus glaçant encore. Sous les sacs de ciment, les barils scellés dégagèrent une odeur métallique froide. Les ingénieurs militaires, appelés en urgence, confirmèrent ce que chacun redoutait. Explosifs instables, cyanure à forte pureté, et composants sans usage industriel légitime. Le risque cessait d'être abstrait. À partir de là, l'opération changea d'échelle. Les rapports montèrent rapidement dans la hiérarchie, leurs termes devenant plus précis à chaque niveau. Anomalie laissa place à menace organisée. Saisie devint architecture clandestine. La réponse, concise, porta la marque d'Ibrahim Traoré. Frapper une fois, frapper juste. Cette consigne transforma une série d'observations en stratégie coordonnée. Les répliques s'étendirent sur plusieurs jours. Les équipes fouillèrent les trajets secondaires, croisèrent les appels téléphoniques, remontèrent les circuits financiers. Chaque élément révélait une couche supplémentaire du réseau. Sociétés écrans, faux intermédiaires, routes parallèles traversant plusieurs pays. Le plus troublant n'était pas l'ampleur, mais la précision. Rien n'était improvisé.
Chaque passage semblait calculé pour exploiter la fatigue humaine plutôt qu'une faille technique. Le dernier acte survint lorsque qu'un convoi tenta de franchir la frontière dans la brume matinale. Les phares s'éteignirent un à un. À bord, des détonateurs et un message bref indiquant un paiement attendu à Gao. Ce détail liait sans ambiguïté le trafic aux cellules insurgées régionales. La question initiale, combien sont passés sans être vus, prit alors une dimension plus lourde. Combien auraient encore circulé si la routine n'avait pas été brisée? À ce stade, l'événement dépassait l'interception. Il devenait une démonstration silencieuse. La discipline et la patience pouvaient désorganiser un système entier sans tirer un coup de feu. Les événements ne racontaient plus seulement une opération réussie, mais une méthode capable de transformer la frontière d'un point faible en levier stratégique. La phase suivante ne repose plus sur l'intuition ni sur la narration des événements, mais sur des mesures froides destinées à transformer une inquiétude diffuse en diagnostic vérifiable. Trois données, présentées sans emphase, suffisent à modifier la lecture de l'ensemble de l'opération. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles expliquent, et c'est précisément ce qui les rend décisives. La première mesure concerne les explosifs interceptés. Les équipes ont recensé 2,3 tonnes d'explosifs, conditionnés dans des barils métalliques anonymes. Leur composition, mêlant nitrate et aluminium, présentait une instabilité élevée, susceptible de provoquer une réaction en chaîne au moindre choc. Pour situer cet ordre de grandeur, les saisies réalisées 6 mois plus tôt atteignaient 1,2 tonnes. L'écart est net, presque un doublement en un semestre. Cette progression indique un changement de nature du trafic. On ne parle plus d'approvisionnement opportuniste, mais d'une capacité logistique pensée pour soutenir des actions répétées et coordonnées. Le passage d'un volume limité à un stock quasi industriel révèle une montée en puissance, non une tentative isolée. La deuxième donnée porte sur le cyanure. Les analyses ont confirmé la présence de 1 tonne de cyanure solide d'une pureté exceptionnelle. Ce niveau dépassait de 40% les standards observés dans les usages industriels légaux liés à leur paillage. Cette différence n'est pas marginale. Une pureté aussi élevée n'a aucun intérêt économique classique. Elle augmente en revanche considérablement la dangerosité en cas de dispersion. Une fuite minime aurait suffi à contaminer un bassin fluvial entier en quelques heures. Ici, la comparaison entre l'usage attendu et la qualité réelle du produit sert de révélateur. Le cyanure n'était pas destiné à produire, mais à détruire. Le passage du seuil industriel au seuil létal marque un glissement intentionnel. La troisième mesure concerne les faux médicaments. Au total, 780 caisses ont été découvertes, étiquetées au nom de sociétés européennes inexistantes. Les analyses ont révélé des capsules contenant jusqu'à 17% de craie mêlées à des résidus d'arsenic. Ce taux de dilution, combiné à la toxicité des particules, rendait ces produits dangereux dès 3 prises successives. Le point critique réside dans leur destination prévue, non pas les marchés urbains, mais les hôpitaux ruraux, où les contrôles sont rares et la confiance plus fragile. Le risque humain se multipliait mécaniquement par le ciblage des populations les plus vulnérables. Pris séparément, chacun de ces chiffres décrit une anomalie grave. Mis bout à bout, ils dessinent une architecture cohérente. L'écart entre les volumes passés et présents, entre la qualité attendue et la qualité constatée, entre l'usage déclaré et l'usage probable, montre un réseau en expansion, orienté vers des effets cumulatifs. C'est ce passage du quantitatif au stratégique qui retient l'attention d'Ibrahim Traoré. Les chiffres, ne servent pas ici à justifier la
une action a posteriori. Il structure la suite en indiquant où concentrer l'effort et ce qui ne peut plus être toléré comme simple dérive. À ce stade, la preuve n'est plus une confirmation, elle devient un pivot. Elle transforme une interception réussie en argument opérationnel durable, capable de soutenir une vigilance prolongée sans se reposer sur l'émotion ou l'urgence. Deux objections majeures se sont imposées dès que les premières informations ont circulé, portées à la fois par des observateurs régionaux et par des analystes internationaux habitués au contexte sahélien. Les prendre au sérieux est indispensable, car elles ne relèvent ni de la caricature ni de la mauvaise foi. La première objection affirme qu'un État aux ressources limitées ne peut soutenir durablement un niveau de vigilance aussi élevé sans appui extérieur. Selon cette lecture, la discipline observée lors de l'opération n'est qu'un pic temporaire. La fatigue administrative, la pression économique et l'usure humaine finiraient par réouvrir les mêmes failles qu'auparavant. Dans cette perspective, la baisse de l'assistance internationale rendrait inévitable un retour progressif des trafics, non par incapacité technique, mais par épuisement structurel. La seconde objection se situe sur le terrain géopolitique. Elle soutient qu'une stratégie centrée sur l'autonomie crée un vide dangereux dans un espace régional déjà instable. En refusant certains mécanismes de coordination traditionnels, le pays s'exposerait à des contournements plus sophistiqués depuis les États voisins. La souveraineté affirmée deviendrait alors un pari risqué, inspirant sur le plan symbolique, mais isolant dans la pratique, avec le danger d'une pression accrue aux frontières. La réponse ne s'est pas formulée en discours, mais en résultats observables. En 6 mois, les flux de contrebande enregistrés à la frontière sud ont chuté de 48%, un indicateur incompatible avec l'hypothèse d'un simple sursaut éphémère. Parallèlement, plus de 1400 agents ont suivi une formation nationale financée sur ressources internes, créant une base humaine plus large que le noyau initial de l'opération. Ces données suggèrent non pas une concentration excessive de l'effort, mais sa diffusion. Sur le plan régional, aucun effondrement de la coordination n'a été constaté. Au contraire, des échanges discrets d'informations ont émergé, motivés par l'efficacité perçue du dispositif. Sans proclamation ni rupture formelle, la méthode a commencé à circuler par l'exemple. Ainsi, les objections conservent leur validité théorique, mais confrontées aux faits, elles perdent leur caractère déterministe. La stratégie impulsée par Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes. Elle parie sur une variable souvent sous-estimée, la cohésion interne comme multiplicateur de capacités. Jusqu'ici, l'opération pouvait encore être lue comme une réponse ferme à un trafic dangereux mais classique, inscrit dans les logiques connues du Sahel. Cette lecture bascule lorsque l'enquête met au jour les cargaisons de faux médicaments destinés aux dispensaires ruraux. Ce détail change la nature même de la menace. Il ne s'agit plus seulement de financer des réseaux armés, mais d'introduire une dégradation lente et invisible de la santé publique. À ce point précis, la frontière cesse d'être un espace militaire ou douanier pour devenir un lieu de protection vitale. Les capsules falsifiées, diluées et toxiques visaient des zones où chaque traitement est accueilli comme un espoir fragile. La violence n'aurait pas été immédiate, mais cumulative, silencieuse, presque indétectable. C'est cette temporalité étirée du dommage qui redéfinit l'urgence. La consigne transmise par Ibrahim Traoré prend alors un sens plus aigu. Détruire ces cargaisons n'équivaut pas à neutraliser des marchandises, mais à interrompre une mécanique de négligence organisée. La sécurité ne se mesure plus seulement en convois arrêtés, mais en risques évités avant même qu'ils ne prennent forme. Ce moment marque un déplacement stratégique. L'objectif n'est plus uniquement de bloquer des flux, mais de protéger des usages, des lieux et des populations dont la vulnérabilité aurait rendu l'attaque presque invisible. La frontière n'est plus un seuil abstrait.
elle devient un filtre moral. Les effets de l'opération ne se sont pas manifestés de manière uniforme. Ils se sont déployés par cercles successifs, touchant différemment les institutions, l'économie, les communautés et l'environnement régional. C'est dans cette superposition d'impact que la portée réelle de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré devient lisible. Au niveau institutionnel, d'abord, la transformation est tangible. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des lieux de passage affaiblis par la routine, ont retrouvé une crédibilité opérationnelle. Les agents ne travaillent plus dans une logique de simple exécution, mais dans une posture d'analyse continue. Cette évolution a modifié la chaîne de décision. Les rapports remontent plus vite avec des qualificatifs plus précis et les réponses sont moins dispersées. Pour l'État, cela signifie une capacité accrue à agir sans multiplier les effectifs ni dépendre de dispositifs extérieurs. Sur le plan économique, les conséquences sont tout aussi concrètes. La chute mesurée des flux de contrebande a libéré des espaces pour les circuits légaux. Les transporteurs réguliers ont vu leurs marges se stabiliser, les marchés frontaliers ont retrouvé une prévisibilité minimale, et certaines exportations agricoles ont cessé d'être siphonnés par des réseaux parallèles. Un convoi illégal intercepté équivaut, selon les estimations internes, à plusieurs semaines d'échanges protégés. Ce n'est pas une croissance spectaculaire, mais une respiration retrouvée essentielle dans un contexte de fragilité prolongée. Les effets sociaux apparaissent plus progressivement, mais ils sont peut-être les plus durables. Dans les communautés frontalières, la vigilance partagée a remplacé une résignation ancienne. Des habitants signalent désormais des anomalies, non par peur de sanctions, mais parce qu'ils perçoivent un bénéfice direct. La sécurité cesse d'être un ordre descendant pour devenir une pratique collective. Cette implication locale réduit mécaniquement la capacité des réseaux à se fondre dans le quotidien. À l'échelle régionale, enfin, l'opération a produit un effet d'observation. Dans plusieurs capitales ouest-africaines, l'approche burkinabé est analysée comme un précédent. Certains y voient un effet Traoré et la démonstration qu'une souveraineté disciplinée peut produire des résultats mesurables sans rompre tout dialogue. Des contacts discrets ont été établis, non pour copier un modèle, mais pour en comprendre les mécanismes. La frontière burkinabé devient ainsi un laboratoire involontaire, observé pour ce qu'il révèle plutôt que pour ce qu'il proclame. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent une conclusion intermédiaire claire. Le pays n'a pas éliminé les menaces, mais il a déplacé le rapport de force. La question n'est plus de savoir si des réseaux existent, mais combien de temps ils peuvent opérer sans être vus. En ce sens, la stratégie associée à Ibrahim Traoré ne promet pas l'absence de risque. Elle propose autre chose, réduire l'espace de l'invisible. À partir des données accumulées et des réactions observées, les services stratégiques ont esquissé trois trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres de lecture destinés à éviter les angles morts dans un environnement où l'excès de confiance peut coûter aussi cher que l'inaction. Dans une première trajectoire, la stabilité reste vigilante. La discipline instaurée se maintient sans accélération spectaculaire ni relâchement notable. Les réseaux clandestins, affaiblis mais non éliminés, déplacent leurs itinéraires vers des zones moins surveillées, testant en permanence les marges du dispositif. Les projections internes suggèrent une réduction progressive des flux illicites à condition que la rotation des agents et la formation continue ne soient pas interrompues. Ce scénario n'offre pas de victoire visible, mais il consolide l'essentiel, empêcher la reconstitution silencieuse des habitudes dangereuses. Dans une trajectoire plus favorable, un effet d'entraînement régional devient possible. L'efficacité constatée attire l'attention des États voisins qui engagent des coopérations ciblées sans affichage politique excessif. Des échanges d'informations et des formations conjointes améliorent la cohérence des contrôles transfrontaliers.
Dans cette configuration, les circuits légaux gagnent en fluidité, certains marchés agricoles se redynamisent et la frontière cesse d'être un point de friction pour devenir un espace de coordination. Cette trajectoire demeure fragile, car elle dépend de la constance plus que de la volonté affichée, mais elle reste crédible. Dans une trajectoire plus difficile, la fatigue devient l'adversaire principal. Une pression économique accrue, un choc politique ou une baisse d'attention administrative peuvent rouvrir des failles connues. Les réseaux extrêmement adaptatifs exploiteraient rapidement ces signes de relâchement. L'insécurité réapparaîtrait d'abord de manière diffuse avant de se concentrer sur des axes stratégiques. Ce scénario ne suppose pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la vigilance. Face à ces trois options, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de chercher à anticiper chaque menace, la priorité consiste à préserver les mécanismes qui empêchent le retour de l'invisible. Dans cette logique, le choix porté par Ibrahim Traoré ne se juge pas sur un horizon spectaculaire, mais sur la capacité à maintenir une attention collective sans la transformer en tension permanente. À ce stade, l'enjeu cesse d'être uniquement institutionnel ou stratégique. Il rejoint des expériences concrètes, celles que vivent différents groupes sans toujours les relier à une décision prise au sommet. C'est dans ces résonances quotidiennes que la portée réelle de la démarche devient perceptible. Pour les familles des zones rurales, la première transformation est presque imperceptible. Elle se manifeste par une continuité retrouvée, un dispensaire qui reçoit des médicaments fiables, un marché hebdomadaire moins envahi par des produits douteux, une route empruntée sans crainte diffuse. Ces changements ne font pas la une, mais ils réduisent une anxiété latente. La sécurité n'apparaît plus comme une promesse abstraite, mais comme une condition silencieuse de la vie ordinaire. Le second cercle concerne les travailleurs et petits entrepreneurs urbains. Transporteurs, commerçants, pharmaciens ressentent directement l'effet d'une frontière mieux tenue. La concurrence déloyale des circuits illicites recule, les marges cessent de s'effondrer et la confiance avec les clients se reconstruit lentement. Rien n'est miraculeux, mais la prévisibilité revient. Dans un environnement fragile, cette stabilité relative constitue déjà une forme de gain. Le troisième cercle touche les jeunes, souvent sceptiques, Zekin face aux récits officiels. Pour eux, l'opération n'est pas d'abord un symbole politique, mais une démonstration pratique. Elle montre que la vigilance peut être une compétence, non un slogan. Certains s'impliquent dans des programmes de sensibilisation, d'autres participent à des initiatives de cartographie locale. La frontière cesse d'être un concept lointain pour devenir un espace vivant qui conditionne l'avenir. À travers ces trois niveaux, une question implicite s'adresse au spectateur. À quel moment la sécurité cesse-t-elle d'être l'affaire des autres pour devenir une responsabilité partagée? C'est dans cette bascule intime que la stratégie associée à Ibrahim Traoré trouve son ancrage le plus durable. Après le rapport final, l'enjeu n'était plus de démontrer, mais de consolider. La feuille de route élaborée visait un objectif simple: empêcher tout retour en arrière sans transformer la vigilance en état d'alerte permanent. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 axes structurants ont été définis, chacun assorti d'acteurs identifiés, de délais réalistes et d'indicateurs mesurables. Le premier axe concerne la centralisation du renseignement. Les postes frontaliers ont été connectés à une base de données unique conçue pour fonctionner en temps réel. Chaque anomalie observée doit y être enregistrée immédiatement, réduisant le délai entre détection et analyse. Le critère d'évaluation est direct, diviser par deux le temps nécessaire pour identifier un schéma récurrent. Le deuxième axe porte sur l'éducation civique locale. Dans plusieurs villages frontaliers, des sessions de formation ont été mises en place à destination des commerçants, des jeunes et d'anciens contrebandiers réinsérés. Le succès
ne se mesure pas au nombre de réunions tenues, mais à la qualité des signalements transmis par les habitants. Le troisième axe vise la coopération civile-militaire. Des patrouilles mixtes remplacent les interventions isolées, avec pour objectif de réduire le temps de réponse aux alertes dans les zones sensibles. Passer de plusieurs heures à moins de 40 minutes constitue l'indicateur central. Le quatrième axe soutient la réinsertion économique. Des microcrédits agricoles sont proposés aux acteurs ayant quitté les réseaux illicites afin de créer des alternatives durables. Enfin, le cinquième axe instaure une évaluation indépendante trimestrielle centrée sur les incidents évités, la participation communautaire et la confiance publique. Dans ce cadre, la sécurité cesse d'être comptée en arrestation. Elle se mesure en continuité de vie. Awa est revenu sur l'Eleli, sur la clairière où tout avait commencé. La poussière portait encore les traces des pneus, et l'air semblait garder la mémoire d'une nuit où la routine avait cédé. Rien ne signalait un événement exceptionnel. Pourtant, chaque détail rappelait ce moment précis où un simple contrôle avait changé de nature. Ce lieu n'était plus une scène d'enquête, mais un point de passage symbolique, celui où un pays avait décidé de ne plus détourner le regard. À quelques pas, Ibrahim Traoré observait sans commentaire inutile. Il n'y avait ni discours ni célébration, seulement une attention calme portée à ce qui avait été tenu. Cette sobriété donnait au paysage une gravité particulière. Elle rappelait que la victoire, ici, ne résidait pas dans l'affrontement, mais dans la continuité d'une discipline partagée. Awa sortit de sa poche une photographie conservée depuis la première saisie. Une caisse marquée Aide humanitaire. Le contraste entre l'étiquette et son contenu lui serra la gorge. Elle comprit alors que le danger le plus constant n'avance jamais à visage découvert. Il se glisse dans l'habitude, dans la confiance excessive, dans les gestes répétés sans attention. Ce retour au point de départ referme la boucle. La frontière n'est pas seulement une ligne tenue une nuit donnée, elle est une vigilance qui se renouvelle ou qui disparaît. La question laissée en suspens est simple et lourde à la fois. Combien de temps une société peut-elle rester attentive sans oublier pourquoi elle veille? Lorsque l'on s'éloigne des convois, des chiffres et des rapports, il reste une image plus discrète, celle d'un pays qui apprend à se regarder lui-même avec plus d'attention. Rien dans cette histoire ne repose sur un héros solitaire ou sur une solution miracle. Tout repose sur une accumulation de choix ordinaires, répétés, assumés, parfois ingrats. C'est là que réside sa portée la plus universelle. L'expérience observée ici ne dit pas que chaque frontière peut devenir imperméable, ni que toute menace peut être neutralisée. Elle suggère autre chose, qu'une société gagne en résilience lorsqu'elle réduit l'espace laissé à l'invisible. Cette logique dépasse largement le contexte du Burkina Faso. Elle interroge la manière dont chacun conçoit la vigilance, la responsabilité collective et la confiance accordée aux routines. En filigrane, la démarche associée à Ibrahim Traoré pose une question qui ne demande pas de réponse immédiate. Elle invite plutôt à une réflexion continue. Dans quel domaine acceptons-nous que l'habitude remplace l'attention? Et à quel moment décidons-nous, individuellement ou collectivement, de regarder à nouveau ce qui semblait aller de soi? C'est sur cette interrogation ouverte que se referme ce récit. Non comme une conclusion définitive, mais comme une invitation à rester attentif, ensemble,